Vous m'entendez? Oui, Vous me comprenez? oui. Salut, je suis Spico. I am Spico. Ah, je sais pas faire ça. Je ne parle qu'une langue. Le premier film muet, il n'y avait pas de bande-son. Le film muet était projeté dans les salles et il y avait un pianiste qui était sur la scène ou un petit orchestre qui accompagnait le film muet en direct. Et puis on avait ces intertitres. Et quand ça devait être diffusé dans des salles étrangères, eh bien, il y avait quelqu'un qui traduisait en direct les intertitres. Mais c'était une drôle de traduction. Puis on a eu le film sonore, où là c'est une révolution parce qu'on a une bande-son. Là on peut associer l'image et le son. Et puis on a eu vraiment le cinéma parlant. Pour vous donner une idée, le premier film doublé daterait de 1929. Alors on a eu une petite époque intermédiaire en 1930 jusqu'en 1933, de ce qu'on a appelé les versions multiples. Imaginons un film américain. Eh bien, ce film américain est complètement retourné dans une autre langue, réenregistré dans une autre langue. Mais le doublage, ça coûtait moins cher que les versions multiples. Donc ça a été abandonné, les versions multiples. Et entre-temps, le doublage s'était amélioré, en fait. Et donc, on a commencé vraiment, le doublage s'est imposé, plus dans certains pays que dans d'autres. Action. Déterminé à marquer Hollywood grâce à ses innovations, Alfred Hitchcock surprit tous ses collègues avec une proposition révolutionnaire. Je vais faire un film muet et sonore. Mais vous êtes complètement fou! Je vais le faire. Ok, action! Miss Andra, you asked me to let you hear your voice on the talking picture. But Hitch, you mustn't do that. Why not? Well, because I can speak well. Je ne peux pas avoir une actrice avec un accent. Faut que je trouve une solution. Eureka! Tu fais les mouvements et elle fait la voix. C'est ainsi qu'il prouva que c'était lui, le boss. À l'époque, il fallait doubler, parce que les gens ne savaient ni lire ni écrire. L'idée, c'est de faire de l'argent, et donc d'exporter leurs œuvres. Et là, s'est posée, à ce moment-là, la question de la traduction, du doublage, etc. Les premiers exemples de doublage étaient très peu convaincants, étaient de mauvaise qualité, et le doublage a été rejeté par le public dans un premier temps, parce que la qualité n'était pas au rendez-vous, notamment pour ce qui est du synchronisme, du respect du mouvement des lèvres. Mais au fur et à mesure, avec l'amélioration de la technologie, ça s'est vraiment imposé. Donc certains acteurs du muet, qui étaient des grandes stars des films muets, n'ont pas survécu au passage au film parlant, et donc eux n'étaient plus engagés dans des films parlants. Une des critiques que pourraient émettre certains, c'est que justement le doublage efface ce côté étranger. Et c'est grâce à la traduction globalement et au sous-titrage et au doublage que toutes ces productions étrangères bénéficient d'un rayonnement justement en dehors de leurs frontières. J'ai commencé enfant, donc j'avais pas vraiment de formation. J'étais dans une agence de casting, pub, cinéma, un peu pour tout. Et le doublage arrivait en Belgique, et donc on était invité à faire une bande démo. On enregistrait une journée en studio, et puis ces maquettes étaient envoyées un peu dans différents studios. Et du coup, oui, moi, ça a plutôt créé une envie de formation par la suite. Donc après, j'ai fait l'IAD, donc une école de multimédia, au sens large. Moi, je suis tombé dans le théâtre quand j'étais en réto, voilà, puis j'ai bien aimé. Et puis j'ai fait l'IAD. Puis après, je suis sorti de l'école, j'ai commencé à faire du théâtre. Et puis, c'était au début du doublage. Le doublage en Belgique était très, discret.
Puis il s'est passé un événement très très important qui a développé le doublage en Belgique, qui est la grève des doubleurs français. Il n'y avait plus aucun comédien qui voulait doubler à Paris. Parce qu'ils exigeaient, ils avaient des revendications et tout ça. Donc, ils se sont retrouvés coincés et ils sont venus faire passer des castings ici à Bruxelles. On a été 5 à être choisis et à partir directement sur Paris pour commencer à doubler des films, ce qu'on appelle des 35 mm, donc des films de cinéma. Vous savez quoi? Je vais être clair avec vous. Vous ne serez pas plus rémunéré. Ok. Rémunération, reconnaissance, cessez de nous ignorer. Rémunération, reconnaissance, cessez de nous ignorer. Bonjour, nous sommes en pénurie de doubleurs à cause d'une grève. Êtes-vous disponible? Bien sûr. Même si je me fais remplacer par une machine, mon âme d'inspecteur perdurera à jamais. Et en studio, ça se passe comment? Un doublage, ça commence par en fait un contact avec un client et une discussion autour du programme qui est à doubler. Sur la base de cette discussion, on convient d'un prix, donc on va recevoir un matériel, le matériel du programme, en version originale et aussi accompagné de ce qu'on appelle la VI, qui est la version internationale, c'est tous les audios du film sans les voix. C'est l'adaptation des dialogues originaux en français, où là, un détecteur va d'abord calibrer l'outil qu'on va devoir utiliser en studio pour pouvoir enregistrer, en y plaçant les noms des personnages qui parlent et les différents paramètres avec lesquels l'adaptateur après va devoir travailler, c'est-à-dire les fermetures de bouche, ouvertures de bouche, forme de la bouche. Et derrière, vous avez un adaptateur qui, lui, va traduire et réadapter le texte. Tout son travail d'adaptation est justement de prendre en considération tous ces paramètres techniques, mais d'arriver à quand même écrire du dialogue qui est un dialogue qui doit être joué par des comédiens. On se fait connaître, voilà. Donc, en rencontrant des DA, les DA qui vont qui ont généralement une bonne mémoire, une mémoire auditive, et qui vont donc se rappeler de votre timbre de voix, de la couleur de votre voix. Et en fonction de ça, le DA, il va recevoir un produit. Il va recevoir des personnages à doubler. Il va donc entendre en VO, il va entendre le timbre, la couleur, et il va se dire, ok, ben ça correspond à la voix de un tel, ça correspond à la voix de une telle. Ensuite, il va faire ce qu'on appelle un casting. On propose généralement 3 voix au client. Le client, connaissant son produit, va voir quelle est la voix qui correspond le mieux, qui se rapproche le plus de la voix originale. Le plus important est de faire un choix qui est cohérent. Cohérent par rapport à ce qu'on a à l'image, cohérent par rapport à l'ensemble d'un film, et surtout cohérent par rapport à ce qu'un spectateur lambda peut penser du résultat. C'est à la fois de prendre en considération les stéréotypes culturels, puisque notre métier est avant tout un travail culturel. On doit transposer une langue qui appartient à une autre culture vers le français qui appartient à notre culture francophone. Vous avez celui qui décide et qui donc va décider du coût du doublage, en quelque sorte, en exigeant certaines choses, on le fait à 3. Et tout le travail de doublage se joue entre un client qui a un programme et qui l'a vendu à un diffuseur, vous, qui êtes son prestataire pour le doublage, et le diffuseur, qui est en fait le destinataire du doublage. Donc tous ceux qui vont participer à une production d'un film, par exemple, ils vont tous agir dans le bien de ce film. Donc en fait, le doublage, quand on met notre voix sur un personnage, on comprend qu'on est au service d'une narration, qui a des collègues qui donnent voix, qui prêtent leur voix à d'autres personnages. Donc oui, moi, c'est cette entreprise collective aussi qui donne du sens et qui me fait beaucoup de bien, moi, de me dire que c'est vraiment un sport d'équipe. Donc en Flandre, on a privilégié le sous-titrage.
Et en Wallonie, on a privilégié le doublage. La Belgique, petit pays, mais 3 langues en fait. Qu'est-ce que la Flandre a fait? Eh bien, elle a suivi ce que faisaient les Pays-Bas. Et la Wallonie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a suivi ce que faisait la France. Et il faut donner l'impression que le film, s'il est doublé en français, a été tourné en français. Donc on ne voit pas en fait que ce soit une traduction. Et pour le doublage, le plus difficile, c'est ce respect du mouvement des lèvres, le synchronisme labial. Alors ce qu'on appelle aussi l'isochronie, ça c'est quand l'isochronie est mauvaise, tout le monde le voit. C'est par exemple l'acteur commence à parler et on n'entend rien. Donc ça c'est l'isochronie, il y a un décalage entre le début et la fin de la réplique dans la version doublée. Ça c'est le plus grand péché en doublage. Et alors il y a un troisième type de synchronisme qui est méconnu, et ça c'est le synchronisme kinésique. Il faut que les paroles qui sont dites en français reflètent la gestuelle de l'acteur. Le téléspectateur qui regarde une version doublée, il va se laisser conduire dans le film jusqu'à la fin du film. Et s'il est heurté pendant les 10-15 premières minutes, tout à coup il va être gêné par le côté faux qu'on lui propose dans la version française, et il ne va plus adhérer au film en lui-même. Donc c'est très important de soigner les premières minutes pour obtenir l'agrément du spectateur sur le travail qui est fourni. Dans les années 90, les Français se spécialisent dans le doublage de films, tandis que les Belges s'orientent vers les séries. Disons qu'on était plutôt la risée des Parisiens qui avaient la main mise sur le doublage et qui pensaient qu'à Bruxelles, on ne pouvait enregistrer qu'avec l'accent bruxellois ou l'accent liégeois ou avec l'accent namurois. On a profité, c'est vrai, d'une grève des comédiens en France pour tout à coup faire connaître l'idée du doublage à Bruxelles. Et certains pays ne sont pas du tout adeptes du doublage, n'ont pas intégré le doublage culturellement. D'ailleurs, si vous regardez un programme doublé en italien, vous allez trouver que tout ce que vous entendez termine beaucoup trop tard par rapport au mouvement de bouche. C'est votre impression parce que vous avez un œil qui regarde du doublage en français, qui est habitué à ça, à une certaine précision. Si la Belgique a réussi à trouver sa place sur le marché du doublage, c'est que tout à coup, il y a des gens qui se sont dit « mais on parle français ». En Belgique, on a des comédiens qui sont hyper talentueux. Il y a d'autres endroits sur la Terre où on parle français et où on voit émerger des possibilités d'industrie aussi du doublage francophone. Et la plus émergente pour l'instant, c'est évidemment le Maroc, parce qu'il y a des talents aussi là-bas, et aussi principalement parce qu'il y a un marché africain qui est énorme. Et il y a un autre pays francophone où le doublage est très très développé, c'est le Canada. Voilà, le Québec. Il y a une grosse industrie du doublage qui d'ailleurs est très très protégée administrativement. Il y a des lois qui obligent des programmes qui sont diffusés au Canada, prioritairement au Canada, doivent être doublés prioritairement au Canada. On travaille qu'avec les diffuseurs français et ils ont chacun leur particularité et leur ligne éditoriale. Vous travaillez pour Canal+, vous devez respecter la VO. Vous travaillez pour TF1, vous devez respecter un côté plus francophone et consensuel. Si vous avez un programme qui contient des scènes de sexe, d'alcool, de drogue et des choses comme ça, eh bien le diffuseur va vous demander de contourner ces scènes-là. Ferme ta gueule et nique ton oncle! Toi, ferme ta gueule, grelard! Les dialogues originaux sont censurés pour convenir à la sensibilité et aux mœurs des spectateurs. Colle tes lèvres ensemble et va rendre visite à ton oncle! Ne te fatigue pas, homme à l'ossature lourde! Mais ces modifications affectent l'interprétation des œuvres. C'était mieux avant. Il y a des raisons politiques et nationalistes. Parce que quand on regarde un programme américain, on n'entend pas uniquement la langue américaine, mais on est influencé par la culture américaine. Et donc Hitler, Mussolini, Franco voulaient lutter contre l'invasion, entre guillemets, ce qu'ils considéraient eux comme une invasion, de la culture américaine. Et parallèlement, ils ont préconisé le doublage. Parce que le doublage permet dans certains cas de manipuler l'œuvre d'origine. Alors vous imaginez que si on efface, si on gomme, on peut beaucoup plus facilement manipuler et faire dire des choses à ces acteurs qu'ils n'ont jamais dites. Quand on fait référence à la traduction, on dit souvent traduire c'est trahir, traduttore traditore. Pourquoi? Parce que traduire c'est choisir et choisir c'est renoncer. Comme on doit tenir compte de ce public cible, il faut parfois adapter notre traduction. Vous lisez le sous-titre et vous dites c'est pas ce qui a été dit en anglais. Mais
Plutôt que trahison, moi je parlerais d'adaptation. Et donc c'est l'effet qu'on doit conserver. Et quand on veut conserver l'effet, alors oui, on change les mots. C'est justement traduire la culture. On doit tenir compte de ces stéréotypes pour ne pas frustrer le spectateur qui lui attend aussi une certaine normalité dans ce qu'on va lui proposer au niveau de la VF. Inspirés par la grève de Paris, les comédiens doubleurs belges se sont mobilisés pour leurs droits. En 2008, une convention est actée. Le métier de comédien a toujours été un métier en Belgique qui a toujours été extrêmement difficile au niveau de la représentation, au niveau de la protection, et les pouvoirs publics ont toujours été pour supprimer le statut de comédien, le statut d'artiste. Je pense que le regard quand même sur le métier a changé ces dernières années. C'est vrai qu'avant c'était un peu décrié, donc on se disait ah oui tu fais du doublage effectivement, donc tu ne fais pas de théâtre, tu ne fais pas de cinéma, donc tu es un acteur de seconde zone. Et maintenant j'ai l'impression qu'il y a aussi une hype autour du doublage qui est en train de revenir. Le doublage est quand même, il faut le dire, relativement bien payé par rapport par exemple au théâtre, où proportionnellement le rapport temps-argent est plus intéressant en doublage. En 2005, comme l'informatique est arrivée, les changements de bobines ont pris une seconde, la rythmo était intégrée à l'image, donc il n'y avait plus de déchargement, etc. Et des comédiens et des comédiennes qui étaient spécialement rapides commençaient à être de plus en plus engagés. Ma compagne, Marie Lostrovski, qui fait partie aussi des gens qui ont travaillé sur la convention, reçoit un comédien qui arrive avec presque 1 heure de retard sur les 4 heures. Et elle lui dit tu me fous dans la merde avec ce retard-là. Et il faisait partie des comédiens qui enregistraient très vite, qui ne se trompaient jamais. Il avait une articulation très, très précise, une belle voix bien posée. Et il a dit, je ne m'en sors plus, là, on travaille de plus en plus. Et si on n'a pas d'augmentation, alors je vais travailler moins de temps, quoi. C'est comme ça qu'on a lancé les premières réunions. Et donc on s'est retrouvés à 20, 30, 40, 60, 100, à dire, tiens, le métier ne nous plaît plus. Ceux qui allaient vite étaient de plus en plus exploités et donc se sentaient pressés comme des citrons. Et il n'y avait pas de limitation de lignage. Donc on pouvait enregistrer tout ce qu'on voulait en 2 heures ou en 4 heures. Alors après la convention, le grand avantage, c'est qu'il y a eu une prise de conscience de ce qu'était le lignage. Donc si le film fait 1200 lignes, on sait qu'on peut le faire en 3 jours et que c'est tout juste. Si on nous dit de le faire en 2 jours, ce n'est pas faisable. Avant la convention, des boîtes sans scrupules pouvaient très bien dire « tu le fais en 2 jours, point ». Donc après la convention, les grandes avancées ont été une augmentation de 20% sur le salaire de base, une limitation du lignage et des droits, un contrat de cession de droits. Et cette cession de droits, elle donne les modes d'exploitation de façon précise, alors qu'avant, les cessions de droits qui nous arrivaient étaient des traductions de cessions de droits américaines ou anglaises, et les pays anglo-saxons n'ont pas les mêmes lois que nous. Pour avoir la signature de la convention, on a dû aller jusqu'à la grève. C'est-à-dire qu'avant la convention, comme enregistrer vite et bien ou mal était intéressant pour la boîte, il n'engageait pratiquement que des gens qui ne bafouillaient pas, qui lisaient vite, qui lisaient en place, qui machin, etc. Donc l'artistique n'était plus mis en avant, mais c'était plutôt la technique qui était mise en avant. C'est une sorte de discrimination qu'on a pu éviter avec la convention, justement, puisque maintenant, enregistrer 100 lignes en 1 heure ou les enregistrer en 4 heures, pour le salaire, ça coûte la même chose, donc il n'y avait plus d'avantage financier. L'avancée technologique a été un réel tremplin pour le doublage. Mais le secteur aujourd'hui se sent menacé par le développement rapide des intelligences artificielles. On parle beaucoup dans différents secteurs de l'intelligence artificielle et les métiers de la traduction n'y échappent pas. La demande de doublage a explosé, notamment avec l'apparition des plateformes comme Netflix. Il y a une pénurie de sous-titreurs, il y a une pénurie d'adaptateurs pour le doublage. Et alors on envisage d'autres solutions, notamment l'intelligence artificielle, mais c'est aussi lié à des questions, de nouveau, économiques. Vous imaginez bien qu'une machine coûte moins cher qu'un être humain. J'ai des concurrents qui, par exemple,
peuvent recréer des banques d'ambiance qui vont vous faire le bruit de fond qu'on entend dans un couloir d'un commissariat, par exemple. Nous, c'est plus au niveau technique. Certains plugins qu'on utilise font appel à l'intelligence artificielle qui va intégrer une scène en VO et l'acoustique d'une scène en VO et qui va vous recréer cette acoustique pour que vous puissiez y intégrer les voix françaises. Ça, c'est des plugins qui existent, qui font appel à l'intelligence artificielle et qui sont très utiles d'ailleurs et assez bluffants. Je suis ton père. Une intelligence artificielle peut détecter les mouvements de bouche et donc dire là c'est un B, là c'est un M, mais à savoir que ce travail avait déjà disparu. Depuis 10-15 ans, on demande à l'adaptateur de faire ce travail-là aussi, et je ne pense pas qu'on l'ait payé en plus pour faire ça. Après, il y a le morphing qui est la création de voix, où là on peut engager un interprète et lui mettre plusieurs voix sur une seule interprétation, donc d'avoir un comédien ou une comédienne qui enregistre tout le film tout seul. Ça, c'est faisable actuellement. Et la petite révolution, là, récemment, c'est des logiciels qui non seulement doublent automatiquement, en modifiant le mouvement des lèvres. Si on a un œil averti et qu'on regarde bien, on voit quand même que le mouvement des lèvres a été manipulé. Donc si on veut de la qualité, pour l'instant, on va privilégier un processus humain, qui peut être secondé par la machine. Par contre, pour le voice-over, donc pour la traduction de documentaires où c'est une voix off, l'intelligence artificielle va probablement s'imposer plus facilement parce qu'il n'y a pas la contrainte du synchronisme labial, etc. Mais il y a quand même beaucoup de critiques par rapport à la qualité de la traduction, la qualité du jeu, mais il y a aussi beaucoup de problèmes liés à l'éthique. Dans la convention et dans la session de droit, il y a des modes d'exploitation qui sont précisés et l'intelligence artificielle n'en fait pas partie. Donc s'ils veulent utiliser nos voix pour de l'intelligence artificielle, ils vont devoir négocier avec nous ce nouveau support. Je pense que le problème, il est très clair, il est là. Ça va être intéressant pour les producteurs qui vont effectivement faire une énorme économie sur les voix. Parce que c'est clair qu'une voix, ça coûte cher. Donc en tant que producteur, c'est payer un minimum pour récolter un maximum. Si on permet de faire ça à des gens qui font ça pour s'amuser, il faut savoir que derrière, il y a des professionnels qui vont en profiter pour faire ça de manière professionnelle. Je pense que on est à oui, c'est un moment, un moment stratégique. Ce qui arrive, par exemple, pour les acteurs de doublage actuels, c'est que parfois ils cèdent leurs droits sur leur voix. Et donc, on les enregistre pendant quelques minutes et une intelligence artificielle va, à partir de ces quelques minutes d'enregistrement, réutiliser leur voix à l'infini. Pour les acteurs de doublage, peut-être que le bouleversement sera le même que pour les acteurs qui sont passés du muet au parlant. Si on me propose 10 millions d'euros pour vendre ma voix, pourquoi est-ce qu'ils me proposent 10 millions d'euros ? Est-ce qu'avec ma voix, est-ce qu'ils vont en faire ? Est-ce qu'ils peuvent retirer du travail à toute une corporation dans l'avenir ? Les comédiens, les générateurs de droits, en quelque sorte, sont en train de se poser la question de savoir comment réguler l'utilisation de leur voix, qui est disponible partout, et comment éviter que ce qui est disponible ne nourrisse des intelligences artificielles. On est nombreux à penser qu'il y a un niveau d'exigence qu'un programme demande que l'intelligence artificielle n'arrivera jamais à calquer. Quand vous avez 250 épisodes d'une série de 250 épisodes de 50 minutes à sortir, économiquement, ça n'est pas jouable. Donc voilà, on est dans ce rapport-là. On sait que c'est une technologie qui gagne du terrain, et très rapidement, mais en même temps, on essaye, par notre objectif de qualité, on essaye de se mettre le plus loin possible et d'être vraiment les derniers à être bouffés par la technologie. Mais de nouveau, qu'est-ce qui va jouer là-dessus ? L'argent, mais surtout la réaction du public. Si le public rejette ce doublage automatique pour des raisons X ou Y,
Les studios, etc., vont faire machine arrière. Hein. Bah, il faut dire non, quoi. Ça ne m'étonne pas que le métier soit, comme je l'ai dit, comme notre quotidien, en fait, avalé par les intelligences afin de nous vendre toujours plus de produits qui nous correspondent.